Bonjour à tous, je suis Véronique Bonnet, je suis la directrice générale de l'ESME Sudria. Je vous souhaite la bienvenue sur ce live vidéo qui a pour objectif de vous présenter l'ESME Sudria. Avant de démarrer et le temps que tout le monde puisse se connecter, je vais vous dire quelques mots sur le déroulement de ce live et comment ça marche. Donc d'abord, vous pouvez à tout moment poser des questions en utilisant l'outil de chat qui est à votre disposition. Vos questions seront traitées puisqu'on a deux personnes avec nous, Alexia et Mélanie, qui sont du service des admissions, qui vont répondre à chaque question par écrit sur le chat, mais nous aurons aussi l'opportunité de publier certaines questions, donc qui deviendront visibles par tous les participants, et certaines des questions seront traitées en direct. Un petit mot également pour vous présenter les intervenants. Donc, nous sommes rassemblés ce soir avec tous les directeurs de site, plus deux étudiants qui nous ont fait l'amitié de se joindre à nous pour répondre sûrement aux questions que vous vous posez. Donc, Monsieur Crouzil, qui est le directeur de l'ESME Bordeaux, Monsieur Verstraat, qui est le directeur de l'ESME Lille, Monsieur Philibert, qui est le directeur de l'ESME Lyon, Clémence et Jonathan, donc respectivement étudiantes à Lyon en 2e année et étudiants à Paris en 4e année, et Madame Janson, qui est la directrice adjointe du campus de Paris et directrice des études du second cycle, et je les ai nommés par ordre de leur intervention. En ce qui concerne le déroulement de ce live, on a 1 heure devant nous, avec un programme chargé, donc on va essayer d'être efficace. On a prévu une présentation en 4 temps. Je vous donnerai quelques informations générales sur l'école. Ensuite, on aura une présentation du premier cycle, donc les 3 premières années de la formation. On fera un zoom ensuite sur l'international et les associations, parce que c'est des parties importantes de la formation. Ensuite, on continuera pour finir le cycle avec une présentation des spécialisations et de l'intégration professionnelle. En fin de live, on a prévu de répondre aux questions sur les admissions et sur l'adaptation du concours. On a déjà fait un live sur ce sujet, mais on imagine qu'il y a peut-être encore des questions à ce sujet, donc on y répondra à la fin. Pour chaque thématique, on a prévu 5 minutes de présentation et 5 minutes de questions. Donc on espère que ce sera assez rythmé. Et si vous avez des questions qui arrivent sur l'international en tout début, on les traitera au milieu de notre présentation, puisque c'est à ce moment-là qu'on parlera de l'international. Voilà, je pense qu'on est en place et on est prêt à démarrer. Donc, je vais rapidement vous dire un petit mot de l'ESME Sudria de manière globale pour que vous sachiez bien quelle est cette école. Donc, c'est une école d'ingénieurs, comme le montre le petit logo de la commission des titres d'ingénieurs, de la CTI. Donc, c'est une école qui est effectivement habilitée par la CTI depuis que la CTI existe. Et c'est une école qui a une longue histoire derrière elle, puisqu'elle a été fondée en 1905. L'intérêt de cette date, c'est surtout qu'on a formé 15 000 ingénieurs depuis notre création. Et donc, on dispose d'un réseau de diplômés très puissant et très actif à nos côtés. Et je pense que c'est une vraie valeur ajoutée pour les gens qui intègrent cette école. D'une manière plus générale, le SME Sudria est classé dans les écoles dites généralistes. Alors d'abord dans le concours Advance, il y a 4 écoles dans le concours Advance. Nous sommes l'école généraliste du concours Advance, puisque les autres écoles sont positionnées plus sur des domaines ou des secteurs particuliers, ce qui n'est pas notre cas. Et c'est pour ça qu'on nous appelle généraliste. Pour moi, généraliste, ça veut dire 3 choses. Où c'est lié, ça tient à 3 choses. D'abord, c'est une école pluridisciplinaire, vous allez le voir dans notre formation. Notre formation s'appuie sur vraiment un large champ de disciplines, un tronc commun important, autour de 2 grands thèmes qui sont le thème de l'énergie et du numérique, mais c'est équilibré sur ces thèmes et on se spécialise uniquement à la fin. Donc, on a vraiment une dimension pluridisciplinaire très importante qui nous permet
d'être identifiée comme école généraliste. La deuxième caractéristique, c'est qu'on est une école extrêmement ouverte sur le monde, ouverte sur les autres. Et donc, vous allez voir aussi à travers notre présentation qu'on a démultiplié les collaborations avec de nombreux partenaires, d'autres écoles, de multiples pays dans le monde. Donc, voilà une école très ouverte qui fait son originalité et sa dimension généraliste. Et enfin, et on verra ça à la fin de la présentation, une formation qui débouche sur de très très nombreux secteurs d'activité, hein, que ce soit l'énergie, les transports, le numérique, la santé. Vraiment, les secteurs d'activité à la sortie sont très larges et sur de très nombreux métiers, comme toutes les écoles d'ingénieurs, mais pour ce qui nous concerne, on va former à la fois des ingénieurs en recherche et développement, on va dire des métiers assez traditionnels pour des ingénieurs, mais on va aussi former des ingénieurs managers, des ingénieurs designers. Donc voilà, pluridisciplinaire, très ouverte sur les autres, très large débouché. C'est pour ça qu'on est l'école généraliste de ce concours. Voilà, après avoir planté un petit peu le décor, on va rentrer un peu dans le détail et on va commencer par vous expliquer comment se déroule le premier cycle de la formation. Pour ça, je vais vous expliquer un peu le découpage de la formation. On a 3 ans qui se déroulent sur 4 campus, les 3 premières années. Donc, ces 3 premières années, donc c'est 2 ans de prépa plus la première année du cycle ingénieur. C'est la même formation qui peut se dérouler à Lille, à Lyon, à Bordeaux ou à Paris. Et puis, ensuite, les élèves partent tous en début de 4e année 6 mois à l'international. Et ensuite, ils se retrouvent tous pour le cycle ingénieur, les 2 derniers semestres qui sont les semestres de spécialisation, ce qu'on appelle chez nous les majeurs, et qui se déroulent sur notre campus d'Ivry. Donc, c'est le campus où on a les laboratoires de recherche, les plateformes technologiques, l'incubateur de start-up. Donc, c'est un site qui fait 6000 mètres carrés au niveau du métro Mairie d'Ivry. Voilà. Et ensuite, les élèves repartent pour 6 mois de stage. Donc, c'est leur stage de fin d'études où ils peuvent à nouveau partir soit à l'international, soit en région. Donc, ce découpage en 3 ans en région plus 2 ans pour se spécialiser, eh bien, ça nous permet aussi de structurer notre présentation. Et donc, c'est monsieur Thomas Crouzil, directeur de Bordeaux, qui va vous présenter le premier cycle. Bonjour à tous. Alors, je tiens évidemment avant tout à vous souhaiter la bienvenue à cette session de questions-réponses avec nous. Je suis donc Thomas Crouzil, comme vient de vous le préciser Madame Bonnet, directeur donc, de l'ESME Sudria sur le campus bordelais. Alors, de par ma formation m'ayant amené en fait à valider un doctorat en physique théorique et de par mon expérience également dans l'enseignement supérieur, j'enseigne en fait plusieurs modules de physique sur les 2 années du cycle préparatoire. Alors, cela m'amène en fait tout naturellement à aborder la transition pour vous présenter effectivement donc, le socle commun de nos enseignements donc, en cycle préparatoire. Alors, il faut savoir qu'au fondement des compétences que l'on attend de futurs ingénieurs, il va en fait être important d'acquérir de solides bases théoriques et pratiques. Alors, des solides bases théoriques et pratiques, alors sur lesquelles vous allez pouvoir asseoir en fait ces fameux acquis fondamentaux. Alors, ces acquis vont passer évidemment par l'assimilation de sciences fondamentales que vous connaissez, telles que les mathématiques ou la physique, mais également donc des sciences appliquées. Alors, des sciences appliquées que je définirais comme les sciences de l'ingénieur ou l'informatique. Alors, au-delà de ça, on cherchera également à développer donc des compétences en sciences humaines. Alors, des compétences en sciences humaines autour d'enseignement, de cours, autour donc de l'entreprise, des cours de français, des cours également de développement personnel. À cela donc va s'ajouter enfin des enseignements donc de langue tels que l'anglais évidemment de façon obligatoire, mais également donc des cours LV2 de façon optionnelle. Alors une importante dimension internationale est laissée en fait dans notre cursus, hein, avec notamment des semaines d'immersion en anglais qui sont proposées donc en première année. Donc ce format m'amène en fait à préciser que la richesse de notre approche pédagogique passe notamment par la diversité de ces formats. Alors comme vous pouvez le voir, au-delà donc des cours traditionnels que l'on propose en promo entière, nous proposons également donc des cours en format TD avec une 30aine d'étudiants donc au maximum, mais également des formats découplés avec des formats donc TP avec une 15aine d'étudiants maximum. Au-delà de ces formats-là, on propose également donc des cours plus théoriques, des cours plus fondamentaux, en amont donc de ces applications avec les enseignants en classe inversée. Donc évidemment, tout ça met au cœur
de sa propre pédagogie l'étudiant, donc de façon active. Au-delà de ces enseignements également, on propose des formats plus orientés vers de l'approche pratique, au-delà donc des TP dont j'ai déjà parlé, tels que les APP ou les projets. Alors, je ne vais pas m'attarder plus sur cette définition donc, des projets, puisque cela va être l'objet de la diapositive suivante qui va vous être présentée par M. Verstraat, directeur de l'ESME Sudria Lille. Joanne, tu n'as pas de micro. Bonjour à tous et bienvenue sur ce live. Donc, je suis Joanne Verstraat, directeur du campus de l'ESME Sudria Lille. Je suis également directeur de l'innovation pédagogique. Donc, à ce titre, j'ai été à l'origine d'un projet que vous connaissez, eSmartLab, qui est un réseau de Fab Lab dédié au cycle prépa que nous avons créé dès 2013. l'eSmartLab, c'est fait pour s'initier avant l'heure au projet et également au prototypage de ces projets. Et donc, il y a pas, c'est voilà un moyen pour les élèves de compléter le tronc commun théorique de la prépa par des choses qui leur tiennent à cœur. Souvent, des élèves ont leur propre projet, les développent. En parallèle, pour compléter encore ce tronc commun, pour améliorer l'expérience des étudiants, nous avions mis en place des parcours de découverte. Alors, on commence à penser à son projet professionnel et puis on découvre des domaines dans lesquels on pourra exercer son métier d'ingénieur. Alors, dans ces parcours, vous en avez 6. Il y a un parcours double diplômant, ingénieur-manager, qui est mené en association avec une business school, l'ISG. Vous avez 2 parcours en collaboration avec une école d'ingénieurs, c'est le parcours biotech et santé avec l'école Subbiotech. Vous avez le parcours ingénieur-designer en collaboration avec l'école de design et Artsup. Et puis, vous avez 3 parcours propres à l'ESME Sudria, que sont le parcours innovation, le parcours énergie-environnement et international. Alors, ces parcours ont lieu une demi-journée par semaine. On y fait des projets, on y suit des cours, des conférences, et puis on peut, si on le souhaite, changer de parcours durant le cycle préparatoire parce qu'on a un intérêt à aller voir plusieurs parcours pour se donner un peu une idée de son futur. Voilà. Je vous remercie. Je repasse la parole à Madame Bonnet pour les questions. Véronique, le micro. Excusez-moi. Donc, première question qui a été posée par Axel, c'est quoi la classe inversée? Effectivement, c'est un terme qui a été utilisé par M. Crouzil, donc il va peut-être donner des explications sur ce terme. Qu'est-ce que la classe inversée? Exactement, donc je peux effectivement un peu développer ce que l'on entend par classe inversée. Donc, comme déjà je le laissais un peu sous-entendre, ce concept de classe inversée implique que l'on place donc les étudiants au cœur de la pédagogie. Donc, on les réactive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, on a mis donc une plateforme numérique à disposition donc des étudiants sur laquelle donc ils peuvent et ils doivent d'ailleurs regarder leurs cours avant de venir en cours donc à l'école. Alors sur ces plateformes, les enseignements sont découpés en plusieurs MIMO, ce que l'on appelle donc des MIMO pour micro-modules, sur laquelle nous proposons donc des petites vidéos donc sur format MOOC. Sur laquelle donc le cours est déployé par l'enseignant, mais également on propose des QCM, des formats d'exercice en petits QCM pour s'entraîner suite au visionnage donc de l'enseignement, mais également des formats QCM pour s'évaluer. Et enfin donc des fiches synthèse sous format PDF qui reprennent l'essentiel des points donc de l'enseignement. Donc voilà, donc l'étudiant travaille en amont son enseignement, son cours, puis après vient l'appliquer à l'école, à l'ESN. Merci. Alors, on a pas mal de questions qui concernent les admissions, donc on va y répondre plutôt à la fin de ce live, mais on va y revenir sur est-ce qu'on peut postuler sur plusieurs campus, voilà, et aussi sur l'aménagement du concours Advance. Peut-être une question aussi pour éclairer un terme que j'ai employé. J'ai dit on forme des ingénieurs R&D, donc recherche et développement, des ingénieurs managers et des ingénieurs designers. Et un participant nous demande ce que c'est qu'un ingénieur designer. Peut-être Madame Janson, puisque c'est sur la fin du cursus qu'on va sur ces formations, à condition de remettre votre micro, parce que je vois que tout le monde... Voilà, merci. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, ingénieur designer, c'est pour donner effectivement une dimension qui est attendue et qui est vraiment
voilà, sur le marché des ingénieurs quelque chose qui est un plus finalement, tout simplement parce que lorsqu'on est ingénieur, qu'on fait de la recherche et du développement, on prend surtout en compte peut-être des dimensions technologiques pour créer et pas forcément des dimensions qui sont de l'ordre du design, à savoir le design peut être numérique, peut être aussi par rapport aux besoins des utilisateurs. Voilà, comment créer un objet en prenant en compte finalement la finalité, c'est-à-dire l'utilisateur dans toutes ses dimensions. Voilà pourquoi aujourd'hui on crée cette formation en ingénieur avec un complément de design. Ok, je propose qu'on avance dans la présentation pour rester dans le cadre de l'heure qui nous a été impartie. Donc on va enchaîner avec la partie suivante qui traite de l'international et je vais laisser la parole à Nicolas Philibert qui est le directeur de l'ESM Lyon. Oui, merci Madame Bonnet. Donc, bonjour à toutes et à tous. Nicolas Philibert, donc le directeur du campus lyonnais. Très heureux de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Alors, peut-être pour me présenter en 2 mots, comme l'ont fait mes collègues. Donc, moi, je suis ingénieur de formation. J'ai travaillé plutôt dans les thématiques Smart City, donc la mobilité, l'énergie, l'environnement. Et mes missions m'ont amené peu à peu à me spécialiser sur des questions d'innovation dans ces domaines-là. Tout en ayant une approche assez internationale, puisque mon parcours m'a amené à travailler 10 ans à l'étranger, et c'est ce qui m'amène un peu naturellement à vous parler de cette dimension à l'école. Alors c'est une dimension très importante, puisque la vision de l'école, c'est que tous nos étudiants aujourd'hui auront forcément une partie de leur carrière à l'international. Le monde est devenu, et notamment le marché de l'emploi est devenu très très ouvert, donc les préparer à cette mobilité, c'est finalement un enjeu d'employabilité. À l'école, on travaille sur 2 axes sur ce sujet-là. Premièrement, les langues, avec un travail en anglais qui a été déjà évoqué par M. Crouzil, à la fois au sein du cursus et après avec un certain nombre de choses mises en place. Donc, on a un cursus 100% en anglais qui est en train de se mettre en place, 2 majeurs en anglais, des doubles diplômes. Tout ça autour de cette question-là. On va aussi plus loin sur les langues avec la LV2. On incite vraiment à nos étudiants à aller plus loin que l'anglais, puisque pour le coup, j'ai l'habitude de leur dire que l'anglais, ça devrait être pour eux une 2e langue maternelle. Donc voilà, un gros travail sur les langues et une deuxième partie de ce travail-là pour les préparer à la mobilité internationale sur la question finalement de l'interculturalité. Donc l'idée, c'est de les habituer, de leur apprendre à vivre à l'étranger, à étudier à l'étranger, à constater que quand on est dans un autre pays, les méthodes sont différentes, les façons de travailler, l'industrie est organisée différemment, donc de les préparer à tout ça. Et ça, on le fait notamment en proposant à tous nos étudiants donc, de partir pour un semestre à l'étranger en début de 4e année. Ils pourront accéder à une 60aine de destinations, donc dans des universités partenaires où ils suivront pendant un semestre des cours en anglais. Donc voilà, tout ça c'est pour le volet international de l'école. Le deuxième point aussi donc, dont on souhaitait vous parler, c'est le sujet des associations. Donc les associations, pour nous, ce n'est pas du tout un sujet anecdotique. Pour nous, le monde associatif au sein de l'école, c'est vraiment l'espace dans lequel les étudiants vont pouvoir s'engager, vont pouvoir devenir acteurs de leur formation, vont pouvoir partager leur vision des choses. Donc c'est très important pour nous. C'est pour nous ce qui donne aussi sa richesse à l'école. C'est ce qui va vraiment être le ciment de nos promotions, donc à la fois au sein et entre les promotions. Donc c'est essentiel pour la cohésion au sein de l'école. Et pour finir, c'est aussi un élément très important en termes d'expérience de management, puisqu'on accompagne beaucoup nos étudiants sur ces sujets-là, mais globalement, ils deviennent très autonomes sur des questions de planification, de budget, de gestion de la sécurité, etc. Donc c'est aussi une part tout à fait essentielle finalement de la pédagogie de l'école. Donc ce que je vous propose pour mieux comprendre la part de ces 2 sujets au sein de l'école, le mieux c'est de laisser la parole à 2 de nos étudiants qui ont vécu tout ça et qui pourront vous en parler avec leurs mots. Donc je propose tout d'abord de passer la parole à Clémence, puis à Jonathan. Donc Clémence, une étudiante de mon campus lyonnais, qui pourra vous partager une partie de son expérience.
Alors bonjour, donc moi je suis en deuxième année de prépa donc à Lyon et donc j'ai fait partie d'une des associations qui se trouve à l'école, donc j'ai fait partie du bureau des sports en première année. J'étais dans le pôle communication. C'était une très bonne expérience pour moi, surtout en première année. Ça m'a permis de m'intégrer, de faire des rencontres, etc. Tout de suite de créer un lien avec des personnes qui n'étaient pas forcément dans ma classe ou dans ma promo. C'était super intéressant aussi d'organiser différentes activités au cours de l'année et différents événements. Donc, par exemple, on avait proposé un laser game, un bowling, on avait fait les tournois de pétanque quand il faisait beau, et aussi des matchs inter-écoles toutes les semaines. Il y a beaucoup de sports collectifs qui sont proposés. Il y en a des nouveaux aussi en fonction des demandes. Donc, voilà, c'est une expérience qui m'avait beaucoup plu et je trouvais ça super intéressant. Pour faire la suite sur cette présentation des assos, donc moi je m'appelle Jonathan, je suis en 4e année de l'école d'ingénieur ESME Sudriat du coup, en Ing 2, et donc j'ai eu de mon côté l'occasion de faire partie de l'association de musique, car ma passion avant tout c'est la musique, et j'ai pu dès la première année, en rejoignant l'association musicale de l'école, et à pouvoir rencontrer, donc comme l'a déjà dit Clémence, des personnes qui font partie de l'association, qui sont aussi dans d'autres niveaux. Donc on rencontre des étudiants d'un niveau supérieur ou inférieur à nous, et ça permet de créer des liens, du réseau. Et ça m'a permis aussi, l'année dernière, quand j'ai pris la présidence de l'association, de gérer une équipe, monter un projet, un événement. Et c'est des compétences qui vont nous servir plus tard. Et c'est très intéressant de découvrir tout ce monde-là à travers les associations, que je conseille vivement. Merci Jonathan. Juste peut-être, je voudrais que vous nous disiez un petit mot aussi sur votre expérience à l'international, puisqu'on vient d'évoquer ça. Nous, de notre point de vue, c'est-à-dire l'intérêt, l'importance qu'on porte à cette formation à l'international, mais vous l'avez vécu, parce que vous êtes en 4e année, donc peut-être nous faire un petit retour sur la manière dont ça s'est passé pour vous. Bien sûr. Donc j'ai eu l'occasion, la chance même je dirais, de partir à l'étranger l'année dernière à Dublin, qui était le choix que j'avais émis, et c'était un des meilleurs semestres de mes études, car ça permet de s'ouvrir sur le monde, de découvrir une nouvelle culture, de voir un nouveau mode de vie. Je pense notamment à les Dublinois qui mangent beaucoup plus tôt que les Français, donc c'est des petites choses comme ça auxquelles il faut s'habituer quand on part étudier ou même travailler à l'étranger. Et j'avais choisi aussi Dublin pour sa formation informatique, qui était dispensée d'une manière totalement différente de la manière française, et c'était très intéressant. C'était pas forcément mieux ou moins bien, c'est juste différent, et c'est très agréable de s'adapter à un environnement différent du nôtre, et c'est une expérience que je referai avec plaisir. Merci beaucoup Jonathan. Je propose qu'on joue à nouveau le jeu des questions-réponses. Donc, excusez-moi, je suis en train de le dire. Dans un contexte Covid sur un an, avez-vous travaillé sur des solutions pédagogiques innovantes? Est-ce que un des directeurs, peut-être Monsieur Verstraat, parce que c'est un peu son sujet, la pédagogie innovante, comment expliquer comment on a travaillé pour s'adapter effectivement au contexte actuel de la crise du Covid? Alors, heureusement pour nous, École du numérique, on utilisait déjà la classe inversée et les outils numériques pour dynamiser nos cours. L'objectif étant d'avoir plusieurs modalités pédagogiques, c'est ce que vous a dit aussi Monsieur Crouzil. Et donc là, tout naturellement, nous nous sommes rabattus sur les cours à distance et numérique, et les élèves ont quasiment conservé le même emploi du temps. Bien sûr, les TP et certains projets sont reportés, mais actuellement, ils ont des cours de maths, de physique, des cours de langue également. Donc il y a des groupes restreints. Il y a des modalités pédagogiques qui ont été développées par les enseignants en fonction de leurs cours et des attentes. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que, au final, un point positif pour un gros point négatif avec ce qui se passe actuellement, c'est que nous avons nous-mêmes avancé, les élèves ont avancé dans des nouvelles pédagogies, dans des nouveaux échanges avec les enseignants. Et vous voyez, c'est important, une école d'ingénieurs sont des cours, mais c'est quand même une formation professionnalisante.
Et bien là, on est dans la flexibilité. Ce qu'on demande aux ingénieurs, c'est de réussir à s'adapter aux difficultés, aux nouveaux enjeux. Et donc là, je pense que ben voilà, c'était un problème, on l'a résolu en travaillant ensemble. Et donc, effectivement, on a développé les TG continus, les élèves échangent des photos, des documents avec leurs enseignants, c'est très riche. Et je pense que, quelque part, ça resserre les liens, et ça, c'est important pour progresser. Merci. Une question sur l'international et les LV2. Les LV2 sont-elles facultatives? Peut-on continuer une LV2? A-t-on le choix? Qui prend la question parmi mes collègues? Monsieur Philibert, oui. Alors, sur la question de la LV2, effectivement, la LV2, c'est facultatif au sein de l'école. C'est cependant vraiment vivement encouragé, hein, pour partager mon expérience professionnelle. En Chine, on peut tout à fait travailler en anglais, c'est exact. Mais si on parle quelques mots de chinois, on a une intégration professionnelle qui est vraiment favorisée. Donc, c'est le discours qu'on tient à nos étudiants d'aller plus loin que simplement l'anglais. Et dès que suffisamment d'étudiants expriment le souhait d'étudier une langue, hein, j'ai mentionné le chinois, on a aussi beaucoup d'étudiants qui veulent apprendre le japonais, l'espagnol, c'est très demandé. On ouvre sans problème des classes sur ces langues-là. Merci. Une question peut-être pour Sonia Janson. Quels sont les cours de tronc commun et les principaux cours dans les majeurs énergie et design? Alors, sur le tronc commun en énergie, c'est assez simple, hein. Ce sont donc les concepts de conversion d'énergie. Donc, on étudie tous les convertisseurs, les machines électriques. Et ensuite, on va sur des majeurs qui vont, bien sûr, voilà, où on va travailler sur les énergies classiques. Et puis, évidemment, on part sur la découverte des nouvelles énergies, des énergies renouvelables, de ce qu'on appelle les smart grids, à savoir les réseaux intelligents pour distribuer ces énergies, ou bien encore, on va étudier l'énergie pour les véhicules propres et autonomes. Voilà, tout ça, ce sont des composantes énergétiques qu'on étudie à l'ESME. Concernant le design, alors le parcours d'ingénieur designer est tout nouveau à l'ESME, mais donc l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle de l'UX design ou bien du design thinking au démarrage, pour voilà, vraiment mettre en avant comment répondre à l'utilisateur, à la finalité d'un produit ou encore au design industriel d'une machine, d'une innovation. Voilà, c'est apporter ces parties de design sur l'ingénieur. Peut-être avant justement de passer à la partie plus fin de cycle, une question peut-être pour Monsieur Crouzil, puisque c'est vraiment une question sur le premier cycle. Ce sont des parents qui nous demandent quels conseils donneriez-vous aux élèves que vous acceptez pour bien préparer leur rentrée en septembre en classe préparatoire? Oui, tout à fait. Alors, quel conseil? Tout simplement, suite à la situation, pour rebondir un peu sur ce qui a été dit par Monsieur Verstraete, la situation actuelle du Covid touche le SME, mais touche tout le monde, et notamment les lycées. Donc, nous savons évidemment que il y a des formats qui ont été pris par les lycées particuliers. Donc, quoi qu'il en soit, une façon, cette année particulièrement, sera évidemment de s'assurer que toutes les notions, toutes les compétences acquises jusqu'à un niveau bac scientifique ont été clairement acquises et comprises dans le fond, autant sur le fond que sur la forme, et véritablement dans le fond. Donc, retravailler de temps en temps au cours des 2 mois là, de la période estivale, reprendre ses cours pour arriver en fait tambour battant tout simplement à partir de septembre. Mais évidemment, tout ça n'implique pas de se couper de ses enseignements. Donc tout ça ne veut pas induire que pendant 2 mois, on travaille. Non, pas du tout. Simplement, éventuellement, un peu avant la rentrée, reprendre un peu son cycle de cours.
Juste une dernière question à laquelle je vais répondre parce qu'elle est importante et surtout je vais passer à côté. Quel est le coût du semestre en international? Est-il le même que les 3 premières années? Oui, pour la majorité des destinations, le coût du semestre international est intégré dans les frais de scolarité. Seules quelques destinations qui sont particulièrement coûteuses comme les États-Unis, notamment l'Afrique du Sud, l'Australie, nécessitent des frais de scolarité complémentaires, mais la très grande majorité des destinations n'engendrent pas de frais de scolarité supplémentaires. Ces frais sont déjà intégrés dans les coûts de l'année, ouais, effectivement, donc dans la continuité des coûts de l'année. On commence à avoir quand même pas mal de questions sur les doubles parcours, les majeurs, etc. Donc je pense qu'il est temps de laisser la parole à Sonia Janson pour qu'elle nous présente justement la fin du parcours. On nous demande aussi des exemples de projets, donc j'espère qu'à l'issue de la courte présentation de Madame Janson, on va avoir déjà répondu à un certain nombre de ces questions. Ok, très bien. Alors, donc, vous l'aurez compris, je suis donc en charge de la direction des études des 4e et 5e années. Donc, je récupère tous les élèves quand ils ont finalisé leur socle commun pour entamer donc, le cycle de professionnalisation qui se déroule sur 2 semestres académiques dans leur majeur. Donc, il y a 16 majeurs au choix. Qui donc font écho, voilà, merci, donc au parcours d'ouverture puis les parcours d'excellence que les étudiants ont fait en amont dans le socle commun. Donc pour vous donner, voilà, là vous les voyez tous, mais pour vous donner quelques exemples, donc vous voyez quand même toute la diversité hein, de l'ESME Sudria dans ses propositions de formation. Donc on a dans le parcours innovation, à l'issue de ce parcours, la possibilité évidemment de rejoindre des majeurs qui vont être liés à la robotique, hein, qui est la mécatronique, ou encore les systèmes embarqués, que sont donc des systèmes électroniques avancés, les réseaux et télécoms ou l'intelligence artificielle. L'énergie et l'environnement, c'est donc un de nos, voilà, de nos grosses activités à l'ESME Sudria. Donc, il y a 3 majeurs qui sont consacrés sur ces thématiques-là. Une qui va être donc sur la transformation, la conservation d'énergie. L'autre qui va être, une seconde qui va être sur les énergies renouvelables et les réseaux intelligents d'énergie. Et puis une troisième sur l'énergie au sein des véhicules propres et autonomes. Ensuite, donc, il y a des parcours qui donnent une autre dimension au-delà de la dimension académique. Donc, les élèves qui sont issus du parcours international intègrent une des 2 majeures que sont la cybersécurité, donc sécurité de tous les systèmes, réseau, cloud, informatique, ou encore la majeure donc dans les objets connectés, hein, la majeure en IoT et Urban Cities. Donc ces 2 majeures-là sont enseignés en langue anglaise 100% et ont la particularité d'accueillir des élèves étrangers au sein de la promotion. Ensuite, on a des majeurs qui, donc Madame Bonnet l'a dit au début de son intervention, montrent les collaborations hein, que nous avons avec d'autres écoles. Donc, pour vous donner donc le parcours ingénieur-manager hein, qui donne 2 majeurs qu'on fait avec une école de management qui est l'ISG. Donc, ces majeurs-là sont des majeurs qui sont en alternance hein, entre l'ESME Sudria et l'ISG. Et donc, les étudiants qui vont dans ces majeurs en finance ou bien en big data et digital marketing vont avoir, à l'issue de leur majeur, le diplôme d'ingénieur, mais également le diplôme grande école de l'ISG. Une autre collaboration très intéressante, c'est la collaboration avec Subbiotech, qui est une école d'ingénieurs en biotechnologie. Donc, on travaille en étroite collaboration avec cette école pour proposer donc, un programme conjoint de 2 majeurs. Donc, les enseignants, le programme et les élèves hein, sont mélangés dans ces deux majeurs. Donc, une qui est orientée vers la robotique médicalisée et l'autre qui va être orientée vers les biotechnologies et le numérique au sens large, donc traitement de la donnée et traitement des images.
Et enfin, donc, dernière arrivée, notre collaboration avec IARTSUP, donc, qui nous donne maintenant une dimension vers le design, donc, pour former, suite donc, au parcours ingénieur designer, des élèves qui vont être orientés soit sur de l'innovation et donc du design industriel, ou bien encore donc, sur du design plutôt digital. Donc voilà pour les propositions de majors au sein de l'ESME. Ensuite, au-delà de ça, eh bien, il y a énormément d'étudiants qui vont aussi faire le choix de faire leur 5e année à l'international, par exemple, en double diplôme. Donc voilà, ça aussi, c'est une des possibilités qui est offerte à toutes les majors de l'ESME Sudria, faire sa 5e année à l'étranger pour acquérir un 2e diplôme. Ou bien encore faire un master. J'ai vu qu'il y avait des questions au niveau de la recherche. Oui, c'est tout à fait possible. Faire un master recherche en 5e année qui débouche en général sur des doctorats. Donc voilà pour la partie formation. L'insertion professionnelle qui est, voilà, merci, qui fait écho. Donc il faut savoir qu'à l'ESME Sudria, évidemment, on accompagne de façon très personnalisée nos étudiants dans leurs projets personnels et professionnels tout au long du cursus. Donc, on va travailler avec eux et avec nos entreprises partenaires qui sont très présentes dans chacun de nos sites, voilà, à travers des conférences, des meet-ups, des simulations d'entretien, des workshops, des ateliers, des cours de pointe que les entreprises voilà, viennent faire dans nos locaux. Et voilà, ils vont évidemment aussi présenter de façon très pointue leur métier, puisqu'il y a une grande diversité de métiers possibles à l'issue de ce diplôme d'ingénieur. Voilà, pour pouvoir donc trouver leur voie et faire donc une majeure qui leur correspond, et donc 2 stages dans la majeure, un en 4e année de 4 mois, un premier stage d'application, et un stage donc de professionnalisation qui est le stage de fin d'études de 5 à 6 mois en fin de cursus. Vous avez donc quelques chiffres et la répartition par secteur de nos diplômés. Donc vous voyez qu'on est très représenté par exemple dans les transports et les mobilités, donc tout ce qui va être autour du secteur de l'automobile, mais également aérospatial ou bien encore ferroviaire. On va avoir énormément des étudiants qui vont poursuivre évidemment dans le domaine énergétique. J'ai vu qu'il y avait aussi des questions sur quelles entreprises, pour n'en citer que 2 gros partenaires de l'ESME. Voilà, on va avoir beaucoup d'ingénieurs qui vont être chez Vinci ou encore chez Engie, par exemple. Bon, et puis vous avez également la répartition, la grille de salaire moyenne que vous pouvez voir affichée. Et le taux, merci, le taux de diplômés, 93% en poste après 2 mois. Voilà, donc c'est tout simplement, on a la chance d'être dans des secteurs, des métiers où on peut choisir, on a le choix de choisir son activité tout en étant quand même très bien payé dès la sortie de son diplôme. Merci. Il y a plusieurs questions sur le choix des majeurs. Comment se fait le choix d'une majeure? Comment les étudiants sont orientés vers une majeure ou une autre? Alors, donc déjà, il y a un accompagnement qui est prédominant pendant toute la première année du cycle ingénieur, surtout à ce niveau-là, peut-être même un petit peu en amont, pour aider donc les élèves à s'orienter, puisque quand on rentre à l'ESME Sudria, beaucoup d'élèves ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire par la suite. Ils ont cette appétence pour les sciences, mais sans savoir s'ils vont s'orienter vers les énergies, vers la santé ou d'autres secteurs. Donc on les aide et on les accompagne à trouver évidemment à travers des parcours d'ouverture et nos partenaires qui sont présents, voilà, pour qu'ils se dessinent un chemin. Et puis ensuite, pour les affectations de majeurs, en effet, il y a quand même une affectation qui est faite. Même si la majorité de nos étudiants sont affectés dans la majeure de leur choix, voilà, il y a tout de même des quotas par majeur qui sont à respecter, tout simplement pour le bon déroulé des enseignements. Et donc, un critère assez factuel est tout simplement donc, le critère de mérite.
voilà, sur l'année précédente de l'étudiant, son assiduité, son engagement. On regarde tout ça et ça nous permet donc d'attribuer les places dans les différentes majeures. On a pas mal de questions sur est-ce qu'on a un diplôme généraliste ou est-ce qu'on a un diplôme en énergie, en mécatronique. Donc je sens que comme on détaille pas mal les spécialisations de fin de cursus, il y a un peu peut-être d'incompréhension autour de ça. Donc, je vais juste préciser. Donc, l'école est une école généraliste, c'est ce que j'ai dit au départ. Et donc, quel que soit le parcours que vous choisissez, vous obtenez le même diplôme, qui est le diplôme de l'ESME Sudria. Par contre, les choix que vous avez fait au cours de votre cursus, et notamment votre choix de majeur ou de double diplôme, donc des choix qui sont des options en fait de fin de parcours, vont figurer en annexe à votre diplôme, c'est ce qu'on appelle le supplément au diplôme, c'est-à-dire que vous pouvez à la fois faire valoir que vous avez un diplôme généraliste, mais aussi montrer que dans le cadre de cette formation généraliste, vous avez suivi et fait des choix sur certaines disciplines, certaines matières, donc vous avez développé des expertises dans un domaine particulier qui va être la robotique, etc., ou les biotech et santé, enfin voilà, toutes celles qu'on vous a citées. Mais c'est vrai que c'est vraiment cette double dimension qui est importante, c'est à la fois généraliste, donc on continue à être ouvert sur plein de secteurs et on peut très bien avoir choisi la majeure biotech et santé, ce qui est souvent un choix qui oriente le début de la carrière professionnelle, mais le fait qu'il y ait un tronc commun et cette dimension pluridisciplinaire importante va permettre à nos diplômés de rebondir et peut-être de complètement changer de secteur d'activité par la suite. On a sur notre site internet des témoignages, j'ai en tête une jeune diplômée qui a commencé à créer une start-up dans le monde de l'énergie et qui après est partie dans le domaine de la santé et qui a fini par intégrer une boîte de conseil en informatique. Donc c'est ça en fait ce qui est intéressant, c'est cette faculté à pouvoir rebondir et à ne pas orienter sa carrière uniquement sur un secteur. Donc voilà, quel que soit le parcours, et d'ailleurs que ce soit en alternance ou en initiale, on a le même diplôme. Je pense que c'était important de le préciser. On a pas mal de questions autour de ce sujet. Peut-être parce qu'effectivement, vous voyez, on a évoqué justement ces multiples choix. Peut-être ce serait intéressant d'interroger nos étudiants pour vous montrer un petit peu comment ça se traduit, ces choix successifs, ces parcours qu'on peut avoir à travers la formation. Donc, je propose de redonner la parole d'abord à Clémence, qui, elle, n'est qu'en deuxième année, mais qui a déjà expérimenté peut-être un, voire deux parcours dans le cycle prépa. Et puis peut-être après, Jonathan, pour nous expliquer, lui, son parcours et comment il a navigué dans toutes ces options que l'on propose. Clémence. Oui, alors moi, comme là je suis en deuxième semestre, donc de deuxième année, j'ai déjà eu l'occasion d'essayer 3 parcours, comme ça commence dès le deuxième semestre de première année. Donc j'ai été en énergie environnement, parce que c'était ce qui me plaisait le plus en fait de prime abord. Et donc ça m'a beaucoup plu. Et ensuite, en deuxième année, dans le parcours international, ils proposaient un projet autour de l'énergie, mais du coup en anglais. Et je me suis dit que ça pouvait être un plus. Donc, comme ça restait dans un thème qui me plaisait, j'ai été en international. Et pour maintenant, revenir en énergie. Donc, voilà, j'ai essayé comme ça les 2 parcours qui m'ont tous les 2 plu et apporté des visions un peu différentes de ce qu'on pouvait faire. Merci beaucoup. Et Jonathan, avec un petit peu plus d'expérience, 2 ans de plus. Alors moi, pour ma part, j'ai commencé le SME avec la majeure innovation. Le parcours. Le parcours, tout à fait, le parcours innovation qui m'a toujours intéressé même avant ma rentrée à l'ESME. J'ai pu faire plusieurs projets pendant 2 ans dans ce parcours. Et au bout des 2 ans, j'avais un gros intérêt pour l'anglais, pour l'international, et du coup j'ai décidé de changer mon parcours et d'aller dans le parcours international qui possédait la majeure cybersécurité qui m'intéressait tout particulièrement. Et donc j'ai pu même au travers du parcours international continuer à faire des projets tout aussi intéressants et vivants, je dirais même. Et du coup j'ai pu intégrer la majeure cybersécurité que j'ai commencé aujourd'hui même. D'accord.
Une question sur les majeurs qui sont proposés en alternance, peut-être Madame Janson, parce qu'effectivement, donc on a un certain nombre une partie de notre programme qui est proposée soit en statut étudiant classique, soit en alternance, mais seulement certaines majeures sont proposées en alternance. Donc peut-être Madame Janson va nous préciser ça. Alors, pardon, oui, donc les choix sont un peu plus restreints, bien évidemment, dans la partie apprentissage. Donc l'apprentissage donc est possible sur les 3 années du cycle ingénieur. Et dans les spécialisations en 4e et 5e année, donc on a une spécialisation en énergie, voilà, donc qui ressemble beaucoup à la majeure transformation d'énergie qui est faite en initiale, avec une dimension sur les responsables d'affaires typiquement, puisque c'est voilà un des métiers assez fréquents à la sortie de cette voie-là. Ensuite, sur l'alternance, il y a la filière en système embarqué, la majeure en système embarqué. Et puis, on a une majeure en réseau et télécom et bientôt en système d'information. Voilà, déploiement et management des systèmes d'information. Merci. Alors, on a une question. Peut-on devenir ingénieur en automobile en passant par cette école? Oui, c'est ce que j'ai dit. En fait, on peut effectivement, si on le souhaite, continuer dans le monde de l'automobile. On a notamment beaucoup de diplômés chez les grands constructeurs français, Renault, PSA, chez des grands équipementiers aussi. Le groupe Bertrand, par exemple, est dans le monde de l'automobile et avec lequel on développe notre majeur en cybersécurité avec des projets d'application sur le véhicule autonome et connecté. Donc oui, bien sûr, il y a beaucoup de diplômés qui vont s'orienter vers ce secteur, avec justement la dimension énergie, puisqu'il y a la transition énergétique dans le monde de l'automobile, c'est un vrai enjeu, et aussi la dimension numérique avec les véhicules connectés et autonomes. Peut-être avant de repasser aux questions, je vais juste peut-être dire un petit mot sur l'adaptation du concours à la crise du Covid, parce qu'on a eu beaucoup de questions, notamment au début de ce live là-dessus. Donc, je vais juste représenter très rapidement les décisions qui ont été prises par le concours Advance pour nous adapter à la situation. Donc, le concours Advance, de façon traditionnelle, c'est un concours en 3 étapes avec une note qui vient de votre dossier scolaire, donc qui est issue directement des notes qui sont dans Parcoursup, et habituellement des épreuves orales et des épreuves écrites. Donc c'est un concours en 3 temps. Donc pour les raisons voilà que tout le monde connaît, on a dû abandonner l'idée d'organiser des épreuves en présentiel. Et donc, on a annulé les écrits et on a mis en place une étude de dossier particulière pour remplacer les oraux. Donc, aujourd'hui, vos dossiers, ils vont être étudiés. Je veux bien la slide suivante, si c'est possible. Ils vont être étudiés de la manière suivante. On va garder la note de dossier académique, qui était la note qu'on utilisait déjà les années précédentes. Et on va donner une note qu'on a appelée aptitude et motivation par école. Donc, c'est une note qui est spécifique à chaque école du concours que vous avez choisi. Et cette note, elle va se baser sur deux choses. D'abord, on va évaluer à la lecture, encore une fois, très détaillée de votre dossier Parcoursup, vos capacités à réussir, à travailler, à vous adapter aux méthodes d'enseignement. Donc là, on va vraiment s'appuyer sur les commentaires de vos enseignants et ce qui figure dans la fiche à venir. Donc c'est une note qui va être vraiment basée sur ce que nous dit de vous votre dossier en tant qu'élève, hein, donc votre comportement, je dirais, au travail, votre goût aussi pour les sciences et pour les matières qu'on enseigne, et votre capacité à vous adapter. Et une deuxième partie qui va être plus liée à votre motivation pour intégrer une école d'ingénieur et en particulier pour intégrer notre école. Donc là, on va plus s'attacher à décoder les rubriques activités et centres d'intérêt et la rubrique projet de formation motivé. Voilà, et en fonction de ce que vous nous aurez dit
dans ces rubriques, on va évaluer votre potentiel à devenir un ingénieur, donc quelqu'un d'ouvert, capable de prendre des responsabilités, quelqu'un qui a aussi le sens, je dirais, de l'engagement. Donc voilà, toutes ces qualités qu'on recherche dans les écoles d'ingénieurs. Et puis, est-ce que vous avez bien compris ce qu'on faisait à l'ESME Sudria? Parce que c'est un choix évidemment qui est important, qui vous engage et qui nous engage. Et donc, un étudiant qui réussit, c'est un étudiant motivé. Pour être motivé, il faut que la formation vous plaise. Donc, on va s'assurer que vous avez pris soin de vous renseigner sur la formation, que vous avez compris qu'on était une école généraliste, ouverte, pluridisciplinaire, voilà. Et si on identifie dans votre lettre de motivation que vous aviez bien compris ça, ça vous apportera des points supplémentaires. Ça sont des bonus sur votre dossier. Voilà. Donc, je pense que c'est important de préciser ça. Donc, à partir de votre note de dossier académique, donc sur les notes et de votre note aptitude et motivation, donc plus sur votre comportement, votre potentiel humain, on va dire, eh bien, c'est à partir de ces deux notes-là qu'on va vous classer. Et donc, Parcoursup vous appellera dans l'ordre dans lequel on vous aura classé. Je ne sais pas si quelqu'un peut peut-être prendre le relais sur une question, parce que là, comme j'ai parlé, c'est pas évident pour moi. Je ne sais pas s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu. Oui, alors je me propose de répondre. Donc un étudiant nous demande, est-ce qu'avec une moyenne aux alentours de 11, on peut être pris à l'école? Alors, la réponse est oui. Comme vient de vous l'expliquer Madame Bonnet, différents éléments sont pris en compte, les éléments du dossier scolaire, mais après, toute une série d'éléments qui nous montrent la motivation de l'élève. Donc, à la fois, est-ce que je me projette vers le métier de l'ingénieur? Est-ce que j'ai compris les différentes voies pour y arriver? Est-ce que je fais un choix conscient de l'école en sachant que c'est un choix qui me correspond? Voilà, c'est cette somme des éléments qui vont faire que la décision sera prise. Donc, ce n'est pas du tout impossible de rentrer à l'école avec 11 de moyenne. Voilà, pour répondre à la question. Il y a d'autres questions qui mériteraient. J'ai vu une question plus générale sur quelle est la différence entre une CPGE classique et une prépa intégrée. Alors, on a répondu, enfin moi j'ai répondu par écrit à cette question, mais peut-être quelqu'un peut réexpliquer ça, peut-être M. Verstraat. Oui, tout à fait. Alors, sur les notions abordées, c'est important de savoir que nous suivons quand même un programme qui est lié au programme de prépa en mathématiques, en physique. Ces notions de base sont nécessaires pour la formation d'ingénieurs, ne serait-ce que parce qu'une partie des ingénieurs vont choisir des voies pointues de haute technologie ou vont faire de la recherche, aller vers un doctorat. Donc, il faut être prêt, il faut avoir ces éléments. Et puis, ça permet aussi de rebondir, puisque ces fondamentaux servent ensuite dans son travail. La grosse différence, ça va être que la partie du travail en CPGE qui est consacrée à s'adapter, se préparer, devenir performant pour passer des concours, nous le remplaçons par une immersion dans des projets qui vont servir pour le cycle ingénieur. Et c'est là, en fait, la différence principale. Si vous avez déjà choisi votre école et que vous savez ce que vous voulez faire, la prépa intégrée, et donc voilà, c'est la voie qui va vous conduire naturellement vers votre diplôme. Et la CPGE, vous allez avoir moins de projets, plus de travail, de bachotage, de préparation de concours, parce que vous avez décalé ce choix. On a une question de Pauline qui dit « Je viens d'un lycée qui note sévèrement, ai-je quand même mes chances ?» Oui, évidemment. Hein, donc, on connaît les lycées, on a aussi regardé les classements des lycées, notamment sur les taux de mention au bac. Et donc, on a demandé à nos jurys qui étudient les dossiers de prendre en compte cette particularité. Il faut savoir aussi qu'on a beaucoup de responsables d'établissements qui nous ont écrit pour nous demander d'être vigilants et de ne pas pénaliser leurs élèves du fait de leur façon de noter. Donc, c'est quelque chose vraiment sur lequel on a travaillé. Et donc, quand on a établi les grilles pour évaluer les dossiers et quand on a formé les jurys, on leur a fourni le classement des lycées. On leur a demandé d'être attentifs sur ce point. Voilà.
Une autre question, est-on sûr de réussir sa première année? Peut-être, Monsieur Crouzil, puisque c'est vous qui avez présenté le début du cursus, qu'est-ce qu'on peut répondre à ce participant qui s'inquiète de savoir si tout le monde réussit sa première année? Oui, tout à fait. Alors, est-on sûr de réussir sa première année? Bon, mais la question est assez directive et la réponse sera évidemment tout aussi directive dans le sens où, ben non, on n'est évidemment pas sûr de réussir sa première année. Cela va évidemment passer par un degré de travail et de motivation à la hauteur des attentes, des attentes que l'on a sur un cycle préparatoire. Tout aussi intégré qu'il soit, puisque, comme il a pu être dit à plusieurs reprises, et notamment dernièrement par M. Verstraete, au-delà du contenu du tronc commun qui demande un certain niveau, une certaine expertise sur des domaines des sciences fondamentales, mais également des sciences humaines, on attend également de vous d'avoir des compétences sur des projets beaucoup plus appliqués. Donc il y a véritablement une diversité dans l'approche pédagogique, certes, mais du coup, en contrepartie, dans votre façon d'aborder et de réussir dans ces différentes approches. Pour être d'autant plus concret pour répondre à cette question, et je répondrai en même temps à une autre question qui avait été amenée un peu plus haut au cours là, de la présentation, on demandait également le taux de réussite, qui rentre donc un peu plus dans la précision. En gros, il faut savoir que le taux de réussite sur le cycle préparatoire, alors évidemment, évolue d'une année sur l'autre, d'une promo sur l'autre, d'un campus sur l'autre, mais globalement, on est sur des taux de réussite autour de 80 à 85%. Voilà. Évidemment, il faut savoir que le plus fort taux d'échec concerne évidemment le cycle préparatoire, puisque c'est à ce niveau-là que les étudiants sont encore sur potentiellement des questions de projets professionnels à venir. Voilà. Une question que j'ai envie de transmettre à Clémence ou Jonathan, y a-t-il une bonne ambiance dans l'école? Y a-t-il de la compétition entre les élèves? Alors peut-être à Clémence, parce qu'elle est en prépa et c'est souvent dans ces classes-là qu'on redoute un peu l'ambiance. Donc Clémence, vous avez votre micro qui est fermé, mais voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'ambiance? Alors oui, tout à fait. Enfin, pour ma part, je trouve qu'il y a vraiment une ambiance qui est agréable et je pense à la différence d'une CPGE classique. Comme on n'a pas en fait de concours à préparer, il n'y a pas de compétition et de personnes qui vont se tirer dans les pattes. Au contraire, je trouve que les meilleurs de la classe, ils vont plutôt tendance à avoir aidé les autres. Enfin, en tout cas, c'est mon cas, mes amis, etc. Enfin, les personnes qui sont dans ma promo. Et ouais, c'est plutôt ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment plutôt de l'entraide. Il n'y a pas du tout de compétition, en tout cas, vraiment pas beaucoup sinon. Moi, je ressens pas du tout ça. Il y a quelqu'un qui demande combien d'heures y a-t-il en première année? Vous vous souvenez combien vous aviez d'heures en première année? Alors, d'heures par semaine, j'arriverai pas à dire, mais c'est des horaires à peu près comme au lycée, je dirais. Je peux répondre. Globalement, après, évidemment, tout ça dépendra des options que suivront les étudiants, par exemple, en suivant en plus des cours de soutien ou des cours de LV2. Mais globalement, on est entre 26 et 30 heures sur le cycle préparatoire. Bon, il y a quelqu'un qui pose la question, j'hésite entre le SME et l'EPITA, quelle est votre différence? Alors moi, je vais répondre à cette question. C'est normal qu'il y ait peut-être des hésitations entre ces deux écoles, parce que j'ai dit que le SME était l'école généraliste du concours, mais EPITA, école du numérique, le numérique est partout, donc effectivement, c'est des généralistes du numérique, mais voilà, c'est peut-être là la différence. C'est que à l'ESME, on a vraiment cette double casquette énergie et numérique, et donc tout notre premier cycle est vraiment consacré aussi à expérimenter tous ces domaines. On a beaucoup plus de relations avec d'autres écoles, de modularité peut-être aussi dès la prépa pour tester des choses. Donc en fait à l'ESME on accueille des gens qui, je pense, hésitent entre différents secteurs, sont moins déterminés dès le bac dans leur projet. L'informatique peut-être, mais
pourquoi pas, mais pas forcément sûr, alors que l'EQITA est vraiment s'adresse vraiment à des gens qui ont cette passion et ce goût et cette envie de devenir vraiment des très bons ingénieurs dans ce monde du numérique. Voilà, mais c'est vrai que il peut y avoir une hésitation. Donc là, ça va vraiment dépendre de votre profil, de vos envies. Nous, on a un tronc commun qui est plus large au départ, avec voilà, la possibilité de tester plein de choses, puis c'est seulement à la fin qu'on va choisir un domaine d'expertise. Et ce domaine d'expertise n'est pas que dans le numérique, même s'il y en a une bonne proportion qui est dans le numérique, parce qu'évidemment, tous les ingénieurs aujourd'hui sont obligés de savoir travailler dans cet environnement digital. Voilà, j'espère que j'ai répondu de façon assez claire à cette question. Combien d'élèves par classe environ en prépa intégrée? Alors, ça dépend des campus. Peut-être, alors, je ne sais pas si Sonia, tu veux répondre sur Paris ou alors on va répondre globalement. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Sinon, je peux le faire. On a des classes qui sont des classes de 36-40 étudiants et qui peuvent être redivisés en deux. C'est ce qu'a expliqué M. Crouzil quand il a présenté la pédagogie. Donc ça, c'est pour le cycle prépa, et qui peuvent être même encore des plus petits groupes sur la partie soutien, parce qu'on organise des cours de soutien pour les étudiants qui en ont besoin. Et puis, quand on arrive dans le cycle ingé, on a des formats qui sont encore plus variables, puisqu'on va avoir des amphis à plus de 120 élèves, et puis des travaux de TP où voilà, on travaille par 3. Voilà, donc c'est vraiment très modulaire, mais la plupart du temps, on est sur des classes, et notamment en prépa, qui ont un format d'une quarantaine d'élèves qui sont après subdivisés en deux ou parfois regroupés pour faire un groupe de 80. Je crois qu'on est arrivé à la fin de notre heure de présentation. Quand vous dites cours de soutien, je vois des questions peut-être. Oui, il y a M. Verschopp qui a répondu. Donc les cours de soutien, c'est toutes les semaines en fonction de vos besoins. Bon, on va répondre, on va continuer à répondre sur le chat à toutes les questions. Mais avant de vous laisser, je voudrais quand même vous dire que on reste à votre disposition. Vous avez la possibilité, si vous avez encore des questions, de vous demander un rendez-vous personnalisé via un entretien vidéo, puisque aujourd'hui on est confiné, donc on est obligé de vous proposer des entretiens par l'intermédiaire de ce média. Mais n'hésitez pas, quand vous arrivez sur notre site internet, vous avez un pop-up qui vous propose un rendez-vous. Et donc, si vous cliquez sur ce lien, vous pouvez demander un rendez-vous, on vous proposera différents moments et vous pourrez vous entretenir avec quelqu'un de l'école qui répondra à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Ça peut arriver notamment au moment où les résultats de Parcoursup vont tomber. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre ou à nous demander cet entretien. Je remercie beaucoup les gens qui ont posé beaucoup de questions, ce qui nous a permis d'alimenter le débat. Je remercie Clémence et Jonathan qui nous ont fait l'amitié d'assister et de participer à cette vidéo live alors qu'ils sont en cours, parce qu'ils sont en pleine période de cours et ils ont beaucoup de travail en ce moment, même à distance. Et merci bien sûr à tous les directeurs qui se sont prêtés au jeu. Et j'espère qu'on a bien su répondre à toutes vos interrogations. Bonne soirée.